Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député socialiste de l'Essonne et porte-parole du PS. Alors c'est qui le patron? Vous parlez d'où? Du pays? Vous parlez du Parti Socialiste? C'est une trop longue histoire. Ouais. Le patron, celui qui a réussi à négocier un cessez-le-feu qui semble durer entre Israël et l'Iran. Le patron qui parle au sommet de l'OTAN et l'Europe qui s'exécute notamment sur l'effort de dépenses militaires. Incontestablement, Donald Trump, qu'on pouvait imaginer ou qu'on pouvait voir en imprévisible, insaisissable, a pris la main. Et on a une communauté internationale tétanisée et qui perd ses repères. Il y a 3 ans, avec l'invasion de l'Ukraine, nous avons chevillé au corps le rappel de ce qui devrait être le cadre commun, qui est celui du droit international. Quand on porte atteinte à l'intégrité, à la souveraineté d'un État, c'est ça qui est le premier réflexe. Qui est dire qu'il n'y a pas un réflexe, c'est une nécessité depuis la Seconde Guerre mondiale, tant bien que mal, avec des échecs et des réussites. Le droit international a été notre fil à plomb. Et là, on voit, en un temps record, notamment avec l'agression russe, qui a été le déclencheur, ce droit international bafoué, foulé aux pieds, piétiné, et de nouveau la loi du plus fort, qui était celle justement dont on... Vous dites la même chose pour Israël? C'est le droit du plus fort? J'essaye d'être cohérent. Et en effet, le droit international, si on regarde ailleurs, alors à ce moment-là, on légitime tous les comportements. Et vous savez, c'est une situation qui est difficile, qui est ambivalente, parce qu'on pourrait se dire... Parfois, nécessité fait loi et on s'extrait justement du cadre commun. Mais dans ces moments-là, moi, je fais partie de ceux qui essayent de se raccrocher à ce qui peut nous avec un mot. Rassembler. Oui, Jérôme Guedj, c'est le mot des escalades. C'est tout le débat entre légalité et légitimité. Il y a des gens qui trouvent légitime une frappe préventive. Elle n'est pas dans le droit international, la guerre préventive. Parce que sinon, c'est une appréciation subjective que chacun peut invoquer en disant « j'estime que… » Qu'est-ce que vous dites ce matin? Vous parlez de légitimité, de légalité, de droit international, de désescalade. Je vous ai entendu depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que vous dites aux Iraniens et surtout aux femmes iraniennes qui attendaient, qui espéraient, elles, la chute du régime des mollahs, celles qui, pour un foulard mal mis, se font battre ou tuer? Est-ce qu'on leur dit désescalade, droit international? Est-ce que ce discours-là est entendu? C'est toute l'ambiguïté et la difficulté de la situation. Hier, je participais à une réunion du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale où on auditionnait notamment certains de vos collègues journalistes franco-iraniens ou des acteurs engagés dans le soutien. Moi, j'ai soutenu le mouvement Femmes, Vie, Liberté depuis des années. Et eux-mêmes nous disaient, mais vous savez, on ne fait pas tomber un régime par une intervention extérieure qui elle-même est plutôt susceptible de recoaguler une société qui, en plus, a un ferment nationaliste, patriote et fort. Et donc, préférons plutôt... Moi, je regrette que au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté, la communauté internationale, l'Union européenne n'ait pas été plus en soutien sur le renforcement des sanctions économiques, sur l'appui. Par exemple, il y avait une demande qui était forte, qui était d'inscrire sur la liste des mouvements terroristes concrètement, les mouvements iraniens. Celles que vous entendez, d'ailleurs femmes ou hommes, mais en particulier les femmes iraniennes, on leur dit c'est terminé. Non, mais c'est toute l'ambivalence que j'évoquais tout à l'heure. Si on se dit, pour faire tomber un régime, il faut des interventions extérieures, alors il y a plein de régimes qui ne sont pas sympathiques à travers le monde. Et donc, est-ce que ce droit d'ingérence peut être décidé et par qui? Et c'est à nouveau la loi du plus fort. Donc, moi, j'ai aucune sympathie pour le régime des mollahs. Je souhaiterais... Contrairement à d'autres, est-ce qu'à l'extrême gauche, vous pensez qu'il y a une volonté d'épargner le régime des mollahs? Sincèrement, je ne crois pas. Personne, en tous les cas, j'ose espérer que personne ne peut considérer qu'un État théocratique, un État qui pend, encore hier matin, 3 personnes... Personne n'a mis sur le même plan Iran et Israël ces derniers jours. Mais plein de gens ont mis sur le même plan. Mais au nom de ce que j'évoquais à l'instant, qui était la question du respect du droit international. Vous savez, dans la séquence qu'on a vue dans cette guerre de 12 jours, il n'y a eu que des violations du droit international. L'attaque israélienne était une violation du droit international. La réplique iranienne... Même si elle menace de manière existentielle l'État hébreu. J'essaye de mettre de la nuance, c'est compliqué. Il y a, j'en suis convaincu, une menace à travers la poursuite du programme iranien nucléaire dans un pays qui dit très clairement « je veux la bombe pour pouvoir effacer Israël de la carte ». Donc évidemment que... on pourrait se dire qu'il y a quelque chose de légitime à prévenir la survenance de quelque chose d'aussi désastreux.
Je réinvoque le droit international qui est celui du contrôle des installations nucléaires. Mais je vous disais, on a eu une triple violation. Il y a eu celle des bombardements israéliens, il y a eu celle des répliques iraniennes, parce que eux, alors sans état d'âme, ils ont envoyé des missiles sur des populations civiles, et puis l'intervention américaine. Mais il y a une différence entre l'invasion russe en Ukraine et la guerre israélienne, où vous dites que c'est la même chose, il y a eu violation du droit international. En tous les cas... Il y a une raison, en tous les cas, d'un côté, et pour l'invasion russe, mais vous voyez, quelle est la raison ? Encore une fois, c'est toute la difficulté. La raison... Difficulté ou ambiguïté ? C'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence, c'est ce qui nous met tous mal à l'aise. J'ai entendu des gens dire, y compris d'éminents responsables, dire, écoutez, Israël ou les États-Unis ont fait le sale boulot que le droit ne permettait pas de faire parce qu'il y a eu la reprise, que ce soit le chancelier allemand, que ce soit Mark Rutte ou d'autres, etc., qui ont dit il y a eu la reprise de ce programme nucléaire. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un accord en 2015, qu'il a été à l'époque suspendu dans son application par Donald Trump lui-même. Donc, on ne peut pas se lamenter des faits dont on est responsable indirectement. Et en France, Jérôme Guedj, là j'évoque la communauté française juive. Jean-Luc Mélenchon a accordé un entretien fleuve à l'hebdomadaire Le 1 et il a cette phrase, je vous la cite telle quelle: la communauté juive est à vif parce qu'elle a peur, qu'elle souffre et parce qu'elle écoute des gens qui la manipulent. Alors il a raison pour partie, en effet, il y a une peur, il y a une communauté qui est à vif, quand on regarde les sondages, les expressions, c'est assez patent de voir qu'ils estiment que la France insoumise est devenue générateur de cette peur et de ce fait d'être à vif. Et donc, je suis d'accord avec le premier constat. Je ne crois pas que ce soit parce qu'ils écoutent des gens qui les manipulent, c'est toujours l'argument, mais tout simplement parce qu'ils écoutent, hélas, certaines des expressions. Jean-Luc Mélenchon lui-même avait dit il y a un antisémitisme résiduel en France. Et donc, moi, je ne peux que regretter, et je l'ai dit avec force à plusieurs reprises, de constater que des gens qui se disent venir de la gauche, aujourd'hui, participent de ce climat anxiogène, participent de l'essentialisation du débat politique, ont participé de l'importation du conflit israélo-palestinien sur le territoire national, au lieu précisément de jouer ce qui aurait dû être toujours le rôle de... Elles écoutent des gens qui la manipulent. Autrement dit, la peur est créée parce qu'elle est manipulée, donc elle est fictive. Si on comprend bien la phrase, mais c'est la raison pour laquelle c'est une forme, moi je la comprends ainsi, c'est une forme d'édulcoration d'un sentiment. Vous savez, il faut toujours respecter le ressenti. Et donc, quand moi j'ai ressenti des expressions antisémites venant de la France insoumise, il y a des actes et des faits, je m'en suis, j'ai dit, il faut l'exprimer, il faut le dire, il faut le condamner, il faut le circonscrire. Donc s'il y a amende honorable, tant mieux, mais il faut changer radicalement de comportement parce qu'on ne peut pas nouer des lignes de fracture. Et au-delà de ce cas particulier, dans cette longue interview, c'est le point de désaccord principal que nous pouvons avoir avec Jean-Luc Mélenchon, parce que dans le reste de cette interview, il a cette phrase, d'ailleurs je crois dans l'introduction, où il dit il faut exagérer parce que sinon à quoi ça sert de parler. Voilà. Et moi c'est le contraire, je pense que dans le débat politique aujourd'hui, il faut réintroduire de la nuance, de la complexité, de l'intelligence, et ne pas se dire qu'on va conflictualiser en permanence pour s'adresser à des gens qui ne sont sensibles aux arguments les plus tonitruants. Mais clarté, une question sur la niche parlementaire du groupe UDR d'Éric Ciotti aujourd'hui, avec la proposition pour interdire les mariages avec des individus en situation irrégulière sous OQTF. Vous voterez pour cette interdiction ? Non, je ne voterai pas pour cette interdiction, parce que cette niche, c'est une course à l'échalote. L'état du droit aujourd'hui permet, quand il y a suspicion d'un mariage blanc, d'un mariage arrangé, d'un mariage pour avoir des papiers, de saisir le procureur et de suspendre le mariage. Les maires le font très régulièrement. Que le maire Robert Ménard soit poursuivi par la justice parce qu'il ne veut pas marier un OQTF, vous trouvez ça normal? Que des filières d'exploitation clandestine utilisent cette filière, vous trouvez ça normal? Vous, le député de gauche, vous votez? Moi, je suis un député républicain, conséquent, attaché au respect du droit. Le droit à la vie privée et à la vie familiale est un droit reconnu par le droit français, par le droit européen. On parle d'un mariage avec des individus sous obligation de quitter le territoire français. Je rappelle ce que veut dire encore cet acronyme. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand on détourne
le mariage, son objectif initial qui est d'unir deux personnes qui s'aiment et que c'est pour obtenir des papiers et échapper à la sanction de l'OQTF, alors là, c'est un mariage blanc et l'état du droit permet aujourd'hui de rendre impossible ce mariage. Vous laissez les maires en plan. Non, parce que les maires, dès qu'ils ont une suspicion d'un mariage blanc, encore une fois, ils saisissent... ce qui arrive à M. Robert Ménard. Même Emmanuel Macron, si je puis dire, a dit à l'antenne, c'était le procureur de la République. Et le procureur de la République a la possibilité, puisque vous savez, le maire, quand il officie, il est officier d'état civil pour le compte de l'État. Et c'est donc l'État qui apprécie la validité du mariage ou pas. Donc aujourd'hui, il faut être intraitable. S'il y a des filières, si on détourne ce beau principe du mariage pour en faire une forme de filière d'immigration et de régularisation, alors ça c'est inacceptable. Mais par contre, quand il y a deux gens qui s'aiment, deux personnes qui s'aiment, elles peuvent se marier. Le Premier ministre François Bayrou tiendra une conférence de presse tout à l'heure sur les dernières conclusions du conclave sur les retraites. On sait que le RN, Jérôme Guedj, ne votera pas la motion de censure du Parti socialiste. Hier, à votre place, le député Jean-Philippe Tanguy l'a confirmé. Bon, donc une motion de censure pour rien, une motion de censure pour exister. Le PS peut en avoir besoin pour exister. C'est une motion de censure pour être cohérent. Moi, je n'ai pas eu la négociation honteuse en janvier et février, et je n'ai donc pas la censure honteuse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on avait une parole qui nous a été donnée par François Bayrou, qui était de dire, et nous l'avons arrachée, et je suis fier d'avoir permis de remettre sur la table le sujet des retraites, sur lesquels beaucoup de Français, toutes les organisations syndicales, beaucoup de Français, beaucoup de démocrates, parce que la loi n'a pas été votée, mais imposée par 49.3, parce que sa parole consistait à dire qu'il y ait accord ou pas accord, nous proposerons un texte qui permettra de débattre sans tabou de tous les sujets relatifs aux retraites. Et quand on lui a posé 3 fois la question ces derniers jours, il nous a dit je n'envisage pas de redéposer un texte sur ce sujet. Mais il avait dit s'il n'y a pas d'accord à la sortie du conclave, ce sera la réforme de 2023, donc la réforme Borne. Mais le problème, c'est que c'est souvent le cas avec François Bayrou, il a dit tout et son contraire. Non, dans la lettre qu'il a écrite le 16 janvier. D'accord, vous parlez donc d'une phrase, et la phrase d'après, voilà, elle est assez claire. Oui, mais quand on dans son discours de politique générale et dans une lettre qu'on écrit à Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui dit sans accord général, un texte viendra à partir de ce qui a pu être les avancées de la négociation, et que pour l'instant, ceci ne vient pas. Et donc, il y a un moment, on doit être cohérent. Nous, je vous ai dit tout à l'heure, on a pris nos responsabilités. De quoi vous étonnez-vous ? On nous l'a beaucoup Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas censuré à l'époque. Vous avez préféré négocier vous-même durant des heures. C'est ce que je vous ai dit. Donc je n'ai pas eu la négociation honteuse, je n'ai pas eu la non-censure. Vous n'avez pas eu la négociation fructueuse non plus. Hein. On a arraché quelques éléments, à commencer par le fait de reparler des retraites. Vous savez, si on n'avait pas eu cette négociation, plus personne ne reparlerait de la réforme des retraites. Et maintenant, pour quel résultat ? Perte de temps. Et le conclave est un échec, et une motion de censure. C'est la raison pour laquelle nous déposons une motion de censure, celle que nous aurions peut-être pu déposer à l'époque. On a obtenu cette négociation, on a accessoirement obtenu quelques mesures pour atténuer les effets négatifs du budget tel qu'il était prévu initialement. Moi, j'essaye d'être responsable. Je ne suis pas pour le chaos et l'instabilité, ni économique, ni institutionnelle dans le pays. Vous avez entendu que c'est la petite musique, là, parce que tout à l'heure, il y a un comité d'alerte sur les finances publiques, et il va être dit, regardez la situation du pays, vous ne pouvez pas censurer si vous êtes responsable et raisonnable, M. Guedj. Que répondez-vous à ça ? C'est une inversion accusatoire un petit peu facile. La situation économique du pays, je participerai tout à l'heure à ce comité d'alerte sur les finances publiques, c'est précisément la résultante de ne pas avoir tenu compte des propositions. La crise économique que nous vivons, en tous les cas la crise des finances publiques, il y a un enjeu sur les dépenses qui dérapent pour une partie d'entre elles, notamment sur la sécurité sociale, mais il y a d'abord et avant tout un enjeu sur l'assèchement des recettes. C'est trop facile de dire il y a un déficit gigantesque quand depuis 7 ans, on a privé de recettes le budget de l'État, on a fait des exonérations de cotisations sociales, on a maintenu des niches sociales, on a supprimé des impôts au bénéfice soit des plus grandes entreprises, soit des ménages les plus favorisés, soit des hauts patrimoines. S'il y a un effort collectif à faire, il doit être d'abord porté par ceux qui peuvent le plus se le permettre. Pardon, sur la forme, par cette motion de censure, vous rejoignez aussi, la logique maintenant de la France insoumise. Est-ce que vous redevenez le parti croupion de LFI ? Non. D'ailleurs, cette motion de censure, nous allons la déposer seuls, nous, les socialistes, les 66 députés socialistes. Ils vont apporter évidemment leur vote. Prendra. Vous avez mentionné le Rassemblement national, il ne faut pas qu'on passe sous silence la totale incohérence de ceux qui disaient être opposés à cette réforme des retraites et quand le sujet vient sur la table, vont regarder ailleurs. Nous, on essaye d'être constants et cohérents dans nos positions. On n'est peut-être pas parfait, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on a face à nous, au moment où nous étions prêts à faire des compromis dans l'intérêt du pays,
un interlocuteur qui nous a dit « Ok, on va construire la négociation et faire du compromis », et qui, à la fin, décide tout seul. Voilà, donc là, on a ce moment-là, et on va avoir un rendez-vous, y compris au moment du budget. Jean-Luc Mélenchon est content. Il dit que vous êtes revenu à la raison. Mais encore une fois, vous savez, moi, les commentaires de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. C'est quand même assez cocasse venant de celui qui, à l'époque, nous reprochait vertement d'avoir fait cette négociation en disant que nous étions des sociotraites. Moi, cet argument de traîtrise à l'intérieur de la gauche, il est vieux comme le monde, de considérer qu'il y a les purs, ceux qui ont la pureté idéologique, l'authenticité, la vertu, et puis ceux qui mettent les mains dans le cambouis et qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire au service de notre pays. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a eu un interlocuteur défaillant. La seule arme institutionnelle dont nous disposons, c'est cette motion de censure. Nous sommes cohérents. Tout ça a été prévisible. Et si d'aventure elle a été votée, vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Michel Barnier. Mathématiquement, arithmétiquement, c'est pas possible. Vous êtes d'accord? Convenons-en ce matin. Nous la déposons pas en nous posant la question de savoir qui va la voter ou qui ne va pas la voter. Nous la déposons parce qu'elle est la suite logique. Et encore une fois, moi, je suis pas un parti, je suis pas un censurophile. J'aime pas l'idée de renverser matin, midi et soir le gouvernement. Je préférais, en l'absence de majorité claire à l'Assemblée nationale, vu la tripartition, qu'on ait une vraie négociation, des vrais compromis. Force est de constater que le chantre du compromis, qui est François Bayrou, en réalité, il l'a pas appliqué lui-même et il se fragilise lui-même. J'ai une dernière question sur notre belle langue française. Oui. Elle est belle? Elle est magnifique. Ouais. D'accord. Alors que pensez-vous de l'idée, pardon de parler de lui, mais il fait l'actualité aussi. Vous tombez dans le panneau. Oh non. Vous tombez dans le panneau. C'est moi qui tombe dans le panneau. Il y a un débat. Quelqu'un qui veut débaptiser et rebaptiser la langue française et on ne doit pas en parler. On va dire circuler, il n'y a rien à voir. Vous êtes un amoureux de cette langue. Non, mais je ne suis pas un amoureux des polémiques inutiles. Je suis évidemment un amoureux de la langue française. Et ça ne sert à rien de débaptiser une langue. C'est pas parce qu'elle s'appelle langue française qu'elle n'est pas en partage avec tous les pays francophones qui l'utilisent. Et donc, vous voyez, c'est juste la polémique pour la polémique. Parce que en face de ça, ceux qui vont lui tomber dessus à bras raccourcis en disant c'est donc qu'il n'aime pas la France, je trouve que c'est une lecture un peu rabougrie. Je vous en parle parce que je voudrais vous citer une autre phrase. La langue française est la pierre angulaire de l'édifice symbolique national. Savez-vous qui a dit cela ? Magnifique phrase, magnifique écrivain. Ça pourrait être Fernand Braudel, ça pourrait être Pierre Nora qui nous a quittés. Du même niveau, Boualem Sansal. Voilà Boualem pourquoi je vous ai parlé de la polémique, parce que c'est lui qui avait écrit sur le français, parlons-en. C'est un défenseur de la langue française. Et c'est l'occasion de demander à nouveau la libération de Boualem Sansal. Vous l'entendez, l'indignation de la gauche sur Boualem Sansal ? En tous les cas, moi, je participe du comité de soutien et j'étais meurtri de voir les réquisitions du procès en appel. Il faut vite sortir de ça. Boualem Sansal, et c'est l'occasion aussi à chaque fois qu'on a des Français qui sont incarcérés dans des conditions d'injustice, il faut les soutenir. Je pense, on a beaucoup parlé de l'Iran au début. Évidemment. Je pense évidemment aux deux otages français, Cécile Collère et Jacques Paris. Mais défendre la langue française, c'est aussi défendre ses écrivains. Et c'est donc défendre Boualem Sansal. Voilà pourquoi je vous parlais de cette polémique. Il faut défendre la langue française. Il faut défendre la francophonie, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous permet de voir en grand et être en partage. Alors peut-être défendre la France. Mais évidemment, défendre la France. Quand on défend la langue française, on défend cette culture, cette identité. Vous voyez, c'est une polémique qui vous fait parler. Oui, mais encore une fois, je ne veux pas qu'on enferme avec cette idée qu'il y aurait des polémiques mélenchoniennes matin, midi et soir et que c'est elles qui font le débat politique. C'est important quand même de parler de la langue. Ah non, mais aucun problème. Et on l'a tous en partage et on la chérit. Merci Jérôme Guedj. C'était votre grande interview. À bientôt.